Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Santé d'abord et soyez les bienvenus. Nous sommes le mardi 17 novembre 2020. Ce soir, nous allons parler du diabète, une maladie non transmissible. Vous savez, le diabète tue en silence. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. L'une des problématiques aujourd'hui, c'est que des gens ne se savent pas diabétiques. Ainsi, 4 personnes sur 5 n'ont jamais su qu'elles ont le diabète. La journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée chaque 14 novembre, ne changera pas certes les choses, mais c'est quand même une occasion pour renforcer la sensibilisation en maximisant les informations, notamment sur la prévention et le contrôle de cette maladie, surtout sur la nécessité de se faire dépister. Diabète, contrôle et prévention, c'est le thème de l'émission Santé d'abord de ce soir. Merci pour votre fidélité à ce programme. Voilà, notre invité ce soir, c'est le professeur Monfou Bello. Il est neurologue et chef division surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Professeur Bello, bonsoir. Bonsoir Madame Péto. Comment allez-vous? Ça va, merci de m'avoir invité. Non, c'est un plaisir pour nous, ça fait un bail. Vous n'êtes plus arrivé dans cette émission, mais participer à cette émission. Exactement. C'est tout un plaisir pour nous ce soir. Merci. Voilà, vous êtes là donc pour nous parler du diabète et mettre l'accent sur le contrôle de cette maladie et surtout aussi sur la prévention. Alors, d'emblée de jeu, nous allons d'abord chercher à savoir ce qu'on entend par diabète. C'est quel genre de maladie? Le diabète, c'est d'abord une maladie chronique. Il fait partie des 4 maladies non transmissibles définies par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales chroniques et les maladies respiratoires chroniques et les cancers. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une maladie à plusieurs facettes. Alors d'abord, nous allons dire ce que c'est que le diabète. Tout le monde sait que c'est une anomalie liée au métabolisme, aux échanges de sucre dans l'organisme. Alors, cela survient au moment où le pancréas produit l'insuline en mauvaise qualité ou bien en quantité insuffisante. Cette insuline est indispensable pour le transport du sucre vers les cellules de l'organisme. Alors, à partir d'un prélèvement qui va montrer un taux de sucre anormalement élevé au-delà de 1,26 g à 2 reprises, on peut déjà parler du diabète. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé définit le diabète. Maintenant, dans un français accessible, pour que tout le monde, bien du moins ceux qui nous regardent ce soir, comprennent ce qu'on entend par diabète, alors, simplement, qu'est-ce que vous nous répondez? Le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est une maladie en rapport avec l'excès de sucre dans le sang. Le taux élevé du sucre dans le sang. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, professeur. Alors, on parle de différents types de diabète. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée là-dessus? D'accord. Il y a en général 3 types de diabète. Il y a d'abord le diabète de type 1, qu'on appelle diabète insulino-dépendant. Donc, ça dépend de la production d'insuline, qui est souvent l'apanage des enfants et certaines personnes âgées. L'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Oui, c'est ça. Et il y a deuxièmement le diabète de type 2, c'est le diabète gras. C'est cette maladie que nous allons chercher de par nos comportements. Et en 3e position, il y a le diabète gestationnel. C'est un diabète qui survient lorsque certaines femmes sont enceintes. Et ce diabète-là peut se stabiliser après l'accouchement ou bien s'éterniser et faire entrer la femme dans le diabète. Alors, lorsque vous parlez du diabète gras en disant que c'est cette maladie que nous-mêmes nous allons chercher, est-ce que c'est le plus fréquent?
C'est le plus fréquent. Diabète gras, diabète sucré, est-ce que c'est la même chose? C'est le plus fréquent, c'est la même chose. C'est le diabète qui survient chez la personne adulte ou la personne âgée. C'est lié au vieillissement des cellules. C'est également en rapport avec un excès de poids ou carrément l'obésité. Et c'est le plus fréquent? C'est le plus fréquent. Très bien. Alors, quel est le taux de prévalence de cette maladie chez nous au Togo? Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur la situation générale du diabète chez nous au Togo? C'est une très bonne question. Parce que pour parler de diabète, il faut savoir l'ampleur du problème dans la société togolaise. Tout à fait. Suivant une étude nationale qui a été réalisée en 2010, le taux de prévalence du diabète au Togo se situe entre 6 et 8% en 2010. Alors, cela veut dire qu'en ce moment où nous sommes, en 2019, les statistiques nationales ont montré que 24 000 personnes environ ont fréquenté les structures de santé pour raison du diabète. En novembre 2020, environ 18 000 personnes. Nous sommes en novembre 2020, professeur. Oui, en fin octobre. Ouais. Environ 18 000 personnes ont déjà fréquenté nos structures pour raison de diabète. 18 000? Oui. Avec un taux de mortalité l'année dernière qui se situait autour de 1800 pour les personnes qui sont allées dans les structures de santé. Ça veut dire que beaucoup de personnes souffrent de cette maladie. Oui, ça c'est... Qui est un problème de santé publique. Oui, c'est la partie visible. C'est ceux qui sont... De l'iceberg. Oui, qui sont allés vers les personnels de santé. Nous pouvons multiplier ce taux par 4. Parce que la plupart de ces personnes souffrent de la maladie, ne le savent pas et insidieusement développent les complications. Et en meurent, malheureusement. Malheureusement. Très bien. Alors, qui peut souffrir du diabète? Comme je l'avais dit, il y a 3 types. Tout le monde peut souffrir de diabète. D'abord, les enfants. Les enfants n'ont pas déjà à cet âge-là les facteurs de risque pour développer le diabète. Mais malheureusement, leur corps sécrète des substances qui se développent contre le pancréas, contre les cellules qui sécrètent le pancréas, entraînant une pauvreté dans la production de cette insuline-là dans leur organisme, ce qui va entraîner une accumulation de sucre dans le sang. Voilà pour les enfants. Alors, pour la personne d'âge mature, c'est cette personne-là qui prend certains risques, notamment en étant sédentaire, en ayant une alimentation très riche en sucre ou bien mal équilibrée, ou en étant, comme je l'ai dit, consommant trop sucré, trop gras et qui ne pratique pas des activités sportives. Et est-ce que les nouveaux-nés peuvent souffrir du diabète? Bien sûr. Les nouveaux-nés, les enfants, donc à la naissance, peuvent être diabétiques déjà dans l'utérus de leur maman, puisqu'il y a cette maladie-là qui est une maladie auto-immune, donc ça veut dire que le corps ne reconnaît plus certaines cellules et ce qui va entraîner une production anormale d'insuline. Mais si nous disons que le diabète est une maladie non transmissible, pourquoi est-ce que depuis le ventre de sa maman, le bébé peut recevoir, hériter cette maladie de sa maman? Oui. Cette transmission de mère à enfant, est-ce que c'est une exception? C'est une transmission, c'est pas nécessairement de mère à enfant, c'est une maladie génétique. Un enfant, c'est l'association de deux personnes. Ouais, le papa et la maman. Ou la maman. Et donc, il suffit que dans la famille, il y ait une maladie, où il y ait le diabète, pour que cet enfant-là prenne le risque de développer la maladie. Malheureusement, c'est pas lui-même qui va chercher la maladie, mais il est prédisposé à avoir cette maladie. Voilà. Donc si on parle à côté des causes du diabète, on peut également parler des facteurs. Oui, il y a des facteurs. Les facteurs de risque, on les connaît très bien. Voilà, nous allons en parler. En attendant, nous allons passer au premier sujet
sujet de cette émission. Le diabète sucré ou le diabète gras, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, est un problème de santé publique dans le monde entier et particulièrement en Afrique subsaharienne. Au Togo, beaucoup de personnes, on le disait tout à l'heure, vous avez entendu les chiffres donnés par le professeur, beaucoup de personnes souffrent du diabète, dont les enfants. Alors, la situation des diabétiques en général n'est pas du tout reluisante ici chez nous au Togo, comme vous pouvez le constater dans ce document que nous proposons à travers ce dossier reportage. Regardez. 4 personnes sur 5 ne savent pas qu'elles sont diabétiques, mais chaque jour, des cas de diabète sont détectés. Bon, j'ai été diagnostiqué il y a à peu près 5 ans. Et les premiers signes, bon, c'était des signes de pâleur, beaucoup de fatigue, je pissais beaucoup. Tout d'abord, j'étais venu à l'hôpital pour me faire soigner du pâleur. Je ne savais même pas que je souffrais du diabète. Et quand j'étais venu, mon état s'est aggravé. Je maigrissais beaucoup. Et quand le docteur m'a diagnostiqué, il a demandé aussi qu'on me fasse la glycémie. Quand on a contrôlé la glycémie, ils ont vu que le taux était vraiment élevé. Au Togo, même si les dernières statistiques sont partielles, c'est 5% de la population qui est diabétique et les enfants ne sont pas épargnés, à en croire Dr Damien Ekwekouahe. La situation des enfants diabétiques est très alarmante. Elle est très préoccupante parce que, comme j'aime à le dire, les enfants diabétiques vivent un véritable enfer. C'est un véritable chemin de croix, la vie des enfants diabétiques, surtout avec ces temps de coronavirus. Pourquoi? Parce que les enfants diabétiques, ils savent qu'on a dit que les diabétiques font plus de complications au coronavirus. Donc ils ont peur. Du coup, ils restent plus à la maison, ils ne viennent pas se faire contrôler et le contrôle régulier ne se fait pas. Les parents n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à acheter de l'insuline. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui ont des complications. Il y en a qui ont des troubles oculaires, des complications au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, des insuffisances rénales, une impuissance sexuelle malgré leur jeune âge et bien entendu des complications liées au pied diabétique, dont des amputations. Parmi les personnes atteintes, beaucoup traînent aujourd'hui malheureusement de graves séquelles dues aux complications de la maladie lorsqu'elle n'est pas bien suivie et bien contrôlée. C'est le cas de ce patient qui se retrouve avec une amputation. J'ai été déclaré diabétique depuis 2012. Et les premiers signes que je sentais, premièrement, je buvais beaucoup d'eau et je urinais aussi beaucoup. Il m'a entraîné à l'hôpital. Et c'est là qu'on a déclaré que je suis diabétique. Bon, depuis 2012, c'était un ONG ATD qui nous prenait en charge, nous les enfants. Donc, à un âge donné, ils ont cessé de nous donner des produits. Ils ont dit ceux qui ont l'âge de 25 ans, donc ils n'ont plus accès à les produits. Donc depuis, je me débrouillais. C'est tout récemment qu'on m'a amputé le pied. Moi-même, je suis à Palimé. Chaque mois, donc je venais ici pour prendre les produits. Il est arrivé un temps que je ne pouvais pas arriver pour prendre les produits. Aussi bien chez l'enfant comme chez l'adulte, lorsque la maladie est diagnostiquée, il faut une prise en charge efficace et un bon suivi chez le médecin. Mais aujourd'hui, vous êtes à 1,83. C'est pas encore ça, mais ça s'est amélioré. Donc, on va conclure ici que la bithérapie qu'on vous a adoptée fonctionne bien. C'est-à-dire la metformine 1000 avec le Mistar. Le Mistar, là, quelle dose vous faites journalièrement? Bon, le matin, je suis à 20, le soir, je suis à 10. Mais des fois, à midi, je mets 5 unités pour un peu ajuster. Donc, bon, la posologie habituelle qu'on vous a conseillé, c'est 20 unités le matin et 10 unités le soir. À faire en sous-cutané, bien sûr. Bon. Ça marche? C'est à 1,05. Maman, la glycémie est normale. Vous avez mangé quoi hier soir?
comme d'habitude la pâte avec la sauce de... Donc il faut continuer, ce que vous arrivez à manger, que la glycémie est normale, il faut continuer. Le poids aussi, c'est pas grave, mais il faut faire des activités sportives et puis le poids aussi va diminuer. Face à l'alimentation, il faut contrôler aussi l'alimentation pour la glycémie, pour que ça reste toujours normal. Face à la situation des diabétiques, l'État n'est pas indifférent, même si beaucoup de choses restent encore à faire. D'abord, nous allons remercier le gouvernement togolais pour avoir soutenu l'ATD moralement. Et le gouvernement togolais a créé un programme de lutte contre le diabète sucré au Togo. Et avec le coordonnateur de maladies non transmissibles aussi, l'association togolaise du diabète ATD travaille avec ces institutions. Donc déjà, c'est un avantage de l'ATD. En 2000, le gouvernement togolais nous avait offert un terrain à Kodome ici pour la construction d'un centre antidiabétique. Mais depuis ce temps, nous avons fait des plaidoyers, nous n'avons pas trouvé des partenaires financiers pour pouvoir nous aider à la construction d'un centre antidiabétique. Lors des célébrations des Journées mondiales du diabète le 14 novembre de chaque année, le ministère de la Santé nous soutenait par des dons en nature. Le diabète reste un gros problème de santé. Comme toute autre maladie, seule la prévention demeure l'arme efficace. Voilà, professeur, vous avez suivi avec moi ce document. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans le sujet? Déjà, le plaidoyer que M. Agounon de l'association togolaise du diabète a fait, mais je voudrais préciser que chaque année, le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, en charge de la santé, mobilise de l'insuline et à l'attention de cette société civile, ces associations. Alors l'année dernière, nous avons pu mobiliser environ 5000 doses d'insuline et que nous avons mis gratuitement à la disposition de ces associations qui les offrent. Est-ce que ces 5000 doses sont suffisantes? Sont suffisantes. C'est pas suffisant, voilà, mais déjà c'est un pas. Déjà, c'est un pas. Cette année, nous avons pu mobiliser également la même quantité. Et récemment, l'Organisation mondiale de la santé nous a offert 4500 doses d'insuline. Il y a 2 semaines que ça a été offert. 4500 doses d'insuline rapide, 1500 doses d'insuline lente et du glucagon. Déjà, c'est un pas. C'est un pas. C'est un pas. Alors, par rapport à la situation des enfants diabétiques, vous avez également écouté Dr Damien Ekoukoubare se prononcer là-dessus. Est-ce que vous partagez sa préoccupation? En partie. Je vais dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en faveur de ces enfants diabétiques. Chaque année, le ministère de la Santé, comme je l'ai dit, mobilise de l'insuline spécialement pour ces enfants-là sur l'ensemble du territoire, de Lomé jusqu'à Dapan. Et nous-mêmes, nous sommes associés à cette mobilisation d'insuline. C'est vrai que en ces temps de pandémie au Covid, il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Je ne partage pas cet avis que les enfants sont paniqués et que les enfants ne sortent même pas de leur maison. C'est vrai, ces enfants sont régulièrement affiliés à certaines associations qui les prennent en charge. Et la sensibilisation est faite sur le port, sur les mesures barrières pour que ces enfants-là soient à l'abri. Ok, nous allons poursuivre cette émission avec nos questions, des questions qui sont préparées dans le cadre de cette émission. Alors dites-nous, professeur, je le disais tout à l'heure, vous avez dit tout le monde peut souffrir du diabète. Ok, tout le monde peut souffrir du diabète, mais comment savoir si l'on est diabétique? C'est là la grande problématique. Oui, la grande problématique. Il y a plusieurs personnes qui souffrent du diabète mais ne le savent pas. Aucun signe extérieur.
c'est en allant faire certains examens. Une maladie insidieuse. Qu'on peut le découvrir, comme tout à l'heure ce jeune homme qui présentait des fièvres à répétition et qui est allé à l'hôpital et on lui a découvert son diabète. De façon fortuite. De façon fortuite. Alors, ça, c'est la phase silencieuse, mais lorsqu'on est à la phase d'état, il y a certains symptômes qui frappent. La personne va aller uriner très fréquemment, associé à ce qu'on appelle une polydipsie, boire fréquemment, très fréquemment, et ça contraste avec la quantité d'eau consommée, contraste avec la satiété. Donc la personne n'est jamais satisfaite de la consommation de cette boisson, se réveille à plusieurs reprises la nuit pour aller faire pipi. Au moins combien de fois? Plusieurs fois, ça peut aller 20-30 fois la nuit. Alors, à partir de ce moment-là, on est frappé. Et également, le signe le plus frappant également, c'est la consommation excessive d'aliments. La personne consomme excessivement d'aliments, n'est jamais satisfait et à la suite devient maigre. devient maigre et ça frappe. Mais ça ne se comprend pas, c'est aussi paradoxal. C'est paradoxal. On consomme trop d'aliments, mais au finish, on perd du poids. On perd du poids. Et c'est que l'alimentation n'est pas ce qu'elle doit être, peut-être. Non, c'est pas nécessairement ça. Le taux de sucre devient très élevé dans le sang et commence par attaquer l'organisme qui va dépenser, détruire certaines substances ou bien certaines cellules de l'organisme. C'est ça. Et là, ce qui va être à l'origine de l'amaigrissement constaté. Alors, vous avez parlé de certains signes. Est-ce que dans les symptômes du diabète, on peut parler des signes précurseurs, des signes qui alertent? Parmi ces signes-là, quel va être le signe qui va alerter et qui va nous orienter vers peut-être une possibilité d'avoir le diabète? C'était clair, hein? Le fait d'avoir une susceptibilité accrue d'infection, comme ce jeune garçon tout à l'heure qui faisait la fièvre, et cette fièvre, je ne suis pas sûr que ça soit lié au paludisme, le fait de faire des abcès à répétition, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc la fatigabilité extrême également peut orienter vers le diabète. Voilà. Ce sont les petits signes de début. Maintenant, si quelqu'un, un élève de CM2, vous approche et vous demande, professeur, qu'est-ce qui cause le diabète? Qu'est-ce qui cause le diabète? Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dans notre organisme des organes comme le foie, la rate, le pancréas. Et nous allons nous atteler sur le pancréas. Au début, j'avais dit que c'était une maladie du pancréas. Le pancréas, c'est cet organe-là qui produit de l'insuline. Et cette insuline est chargée du transport du sucre vers les cellules musculaires ou bien les cellules nerveuses. Et à partir de ce sucre, il y a production d'énergie pour faire par exemple des mouvements, pour parler comme on le fait tout à l'heure. Alors, à partir du moment où le pancréas n'est plus compétent à produire l'insuline en quantité ou bien en qualité, le transport du sucre n'est plus efficace et ce sucre devient anormalement élevé dans le sang. Et à partir de ce moment-là, tout est déstabilisé, les signes apparaissent. Donc, lorsqu'on pense à la cause du diabète, on se réfère à la définition du diabète. Au mécanisme. Au métanisme. Oui, voilà. Du diabète. Du diabète. Alors, pour les enfants, je l'avais dit tout à l'heure que le corps de l'enfant produit des substances qui s'attaquent aux cellules chargées de produire l'insuline dans le pancréas. Donc l'organisme de cet enfant ne reconnaît plus ses propres cellules. C'est ça. Et donc la production d'insuline devient insuffisante. Et on parle de maladies inflammatoires, maladies
auto-immune. C'est le corps qui ne reconnaît plus ses organes. Ok. Deuxième sujet. Elle a 50 ans et elle est diabétique. Comment avait-elle su son mal? Dans quelles circonstances le diabète lui a été révélé ou bien lui a été découvert? Nous allons écouter le témoignage de cette maman diabétique que nous avions rencontrée au niveau du centre d'accueil et d'information de l'association togolaise du diabète. Et pour elle, pour notre maman de 50 ans, le diabète n'est pas un problème. Elle est bien à l'aise avec sa maladie. Nous l'écoutons. De la mort de mon enfant. Et j'ai piqué crise. Donc ça fait une semaine que je me suis réveillée. C'est là que on m'a dit que j'ai le diabète. Quand on m'a dit ça, j'ai dit que d'accord, comment je peux faire? Et on m'a conseillé beaucoup. Quand on m'a envoyé ici, je suis là. J'ai trouvé une mademoiselle ici. Et puis elle m'a conseillé beaucoup que le diabète, c'est pas une maladie de la mort. Si tu prends des médicaments et tu suis les conseils, tu vas vivre jusqu'à maintenant. Mais je suis à l'aise. Le médicament, je prends. De manger ce qui me plaît pas trop, comme avant. Maintenant, j'ai diminué un peu et j'arrive à dormir la nuit. Voilà, professeur, une personne diabétique qui a accepté sa maladie. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il existe un secret pour vivre aussi longtemps que possible avec une maladie chronique comme celle dont on est en train de parler ce soir, le diabète? D'abord, c'est de se faire dépister de son diabète, d'accepter la maladie diabétique, d'aller vers les personnels de santé et y recevoir ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Dire, on vous explique votre maladie, on vous dit les complications qu'il peut y avoir, le traitement et la nécessité de prendre le traitement régulièrement. Et on vous enseigne également la conduite à tenir lorsqu'il y a certaines anomalies comme l'hypoglycémie et autres. Voilà. Lorsqu'on accepte la maladie et qu'on suit... Ça, c'est fondamental. L'acceptation du mal. Malheureusement, certaines personnes ne l'acceptent pas et c'est ça qui fait toute la difficulté de la prise en charge. Tout à fait. Ok. Alors, on évoquait tout à l'heure les facteurs de risque. Vous avez fait allusion aux facteurs génétiques en parlant du diabète chez l'enfant. Alors, quels sont les autres facteurs de risque? Vous avez dit tout à l'heure que ce diabète-là, c'est nous qui allons le chercher. Voilà, nous allons le chercher. Le diabète gras. Le diabète gras. Ouais. C'est pas nos comportements, c'est pas nos assiettes, c'est pas tout ce qui rentre dans la bouche, c'est pas l'absence d'éducation physique, la marche et autres. C'est pas une alimentation mal équilibrée. Je donne comme exemple, je me lève le matin, je vais aller manger à Imolou avec du gras, je l'arrose avec la bière ou bien une boisson sucrée. Vers 10 heures, je vais aller manger du pain bien beurré. J'ajoute encore une boisson. À midi, je mange très lourd. Le soir, je mange très lourd. Et je prends je caricature, pour aller à 2 km de près de chez moi, je vais prendre du Zémidan pour y aller, aller-retour. Vous voyez, lorsqu'on adopte cette posture, on est fortement à risque de développer le diabète. C'est ça. Alors, ce soir, nous sommes dans les maladies non transmissibles. Et l'exemple, ou bien la maladie dont on parle, c'est le diabète, qui est une maladie chronique. Alors, vous dites souvent maladie chronique, maladie chronique. D'abord, on veut savoir ce qu'on n'entend par maladie chronique et qu'est-ce qui explique la chronicité de certaines maladies, telles que le diabète, professeur. Alors, lorsqu'on parle de maladie chronique, c'est une maladie dont les symptômes durent au-delà de 6 mois. En ce qui concerne le diabète, comme nous l'avons expliqué tantôt,
que c'est un défaut de production d'insuline par le pancréas. Vous voyez qu'on ne peut pas aller changer le pancréas. Donc la situation reste la même. L'insuline va être produite de façon anormale. On va absorber des aliments et libérer du sucre en excès qui ne peut pas être transporté. C'est ça. Et donc, la situation causale, elle est là. Et donc, ça va rendre chronique la maladie. Voilà. C'est ça. C'est comme l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Voilà. On la stabilise, mais on ne peut pas la guérir à 100%. Maladie chronique, maladie à vie, est-ce que c'est la même chose? Maladie chronique, maladie à vie, c'est la même chose. On peut arriver à stabiliser. Donc le traitement est à vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. On peut arriver à stabiliser la maladie, mais on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas la guérir. Non. Définitivement. Très bien. Alors, le diabète est un tueur silencieux. Est-ce que vous êtes d'accord, professeur? Je suis hyper d'accord. D'où l'importance de se faire dépister. Oui. Où aller se faire dépister, professeur? Est-ce que toutes les structures sanitaires, lorsque je me lève un beau matin, en suivant cette émission, je me suis rappelé qu'il y a un signe que le professeur, dont le professeur a parlé, et que je ressens ce signe-là, alors vaut mieux directement aller me faire consulter. Alors, est-ce que toutes les structures sont disponibles pour le dépistage du diabète? Je vais dire que le système de santé togolais est organisé, est hiérarchisé, de la périphérie jusqu'au niveau central. Et c'est à ces niveaux-là que nous agissons en mettant en place les structures, les points focaux des maladies non transmissibles qui sont à tous les niveaux et qui travaillent de concert avec les agents de santé communautaire qui, eux, sont chargés de dépister et d'orienter vers les structures, vers les structures équipées. Et donc, si au niveau, par exemple, d'un village, il y a un centre de santé qui est là, qui n'est pas équipé, je pense que ces structures réfèrent rapidement à l'hôpital de district. Donc, c'est tellement bien organisé. Ne sont pas tout le temps roses. Ces appareils qu'on met en place peuvent tomber en panne, les réactifs peuvent manquer, mais je pense qu'en alternative, il faudra qu'on réfère les patients vers le centre le plus proche et qui est le plus équipé. Alors, le Togo, dans ce sens, a adopté le RUPEN. Le RUPEN, c'est ces stratégies de l'Organisation mondiale de la santé qui veut qu'on prenne en charge ces maladies chroniques. Et nous sommes le premier pays dans notre sous-région à adopter cette stratégie. Au Togo, nous avons environ 180 centres qui rentrent dans cette stratégie en rapport avec le RUPEN. Et 2 fois par an, nous faisons le tour pour faire la supervision et pour faire la formation des personnes que nous avons laissées sur place pour prendre en charge ces malades-là. Ce qui est capital, c'est que les personnes elles-mêmes, les populations elles-mêmes, ou bien leur entourage constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour orienter vers les centres de prise en charge. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, en parlant tout à l'heure du diabète comme maladie, une maladie tueuse, si je peux le dire de façon terre à terre comme ça. J'avais compris que vous voulez réagir par rapport à ça. Oui. Le diabète est un tueur silencieux. Oui. Alors, comment est-ce que, lorsqu'on ressent ces signes, on ne se sait pas diabétique? Alors, quand est-ce que les complications vont arriver et vont provoquer la mort d'une personne? Les complications... Et la cause du décès va être liée au diabète. Oui. Les complications peuvent arriver en tout moment. Les complications, d'abord en rapport avec le taux de sucre dans le sang, lorsque ça s'élève, ça peut entraîner le coma, ce qu'on appelle le coma diabétique. Et quand ce n'est pas vite pris en charge, la personne peut décéder. Alors, les autres complications, c'est
et que le diabète touche certains organes cibles, notamment l'appareil cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux. Alors, sur le cœur et les vaisseaux, ça va déterminer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Donc, c'est un diabète qui se complique par l'hypertension artérielle. Qui va provoquer un AVC. Qui va provoquer un AVC, un infarctus du myocarde, qui va provoquer ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres, c'est-à-dire les artères des membres qui peuvent se boucher également. Donc, vous voyez, le diabète va cibler également l'appareil rénal, les reins. Les reins. Pour aller entraîner ce qu'on appelle blocage du rein, l'insuffisance rénale, qui va entraîner les séances de dialyse. Ça peut attaquer également la vue, pour entraîner la cécité, la baisse de vue, la cécité. Ça peut attaquer également les nerfs. Les nerfs avec ce qu'on appelle les neuropathies, les fourmillements, les crampes au niveau des membres et également l'impuissance sexuelle, ce que les hommes n'aiment pas également. Alors, il y a plusieurs cibles pour le diabète. J'ai cité les cibles essentielles. Donc, le diabète est une maladie à complications multiviscérales. Ça attaque plusieurs vaisseaux et ça peut tuer très rapidement. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que la prise en charge du diabète est une prise en charge pluridisciplinaire? Exactement. La prise en charge est pluridisciplinaire. Ça va du psychologue qui va aider la personne à accepter sa maladie, du cardiologue, du médecin généraliste, du cardiologue, de l'interniste, puisque les complications vont aller vers les spécialités. Donc c'est une maladie à prise en charge multidisciplinaire. Très bien. Il existe une association dénommée Association togolaise du diabète, ATD, et cette association a un centre, et le centre a été créé le 17 novembre 1998, et ce centre a pour rôle d'accueillir les patients diabétiques pour les suivis, contrôles et conseils, et aussi c'est un centre qui est ouvert au public, surtout pour ce qui concerne les informations concernant la prévention de la maladie. Comment cette association aide-t-elle les patients diabétiques? Quelles sont les principales activités de cette association et surtout quels sont les problèmes de l'ATD? Nous avions rencontré le président national de cette association, M. Edouard Edo Agono. Il se prononce ici devant notre micro. Voilà, l'écoutons. Les activités du centre sont de deux phases. D'abord, les activités au dehors du centre, ça permet de rendre visite aux malades hospitalisés. Et nous apportons aussi des aides aux diabétiques nécessités. Quand le malade vient, on lui contrôle la glycémie. Après la glycémie, il y a la prise de poids, la tension. C'est rare maintenant, comme il y a la maladie coronavirus, ce n'est pas normal de prendre l'accord, utiliser le même tensiomètre pour plusieurs malades. Donc nous ne contrôlons plus la tension pour les malades pour le moment. C'est la glycémie, la prise de poids, s'il le faut, la taille. Et quand la glycémie est élevée, qu'est-ce que nous faisons? Des fois, les éducatrices envoient ces patients vers moi pour des conseils. Et si ça me dépasse, nous avons des médecins. Le ministère de la Santé nous avait donné un médecin au CHU Sylvanus Olympio. Quand ça me dépasse, j'envoie le patient au centre hospitalier de Sylvanus Olympio pour pouvoir suivre le reste de traitement avec les médecins. Nous avons un petit centre aussi à Bain, car ça dépasse les éducatrices. On envoie aussi les patients à l'hôpital de Bain. L'ATD n'a pas beaucoup de moyens, mais quand même, nous essayons de donner quelques dons de médicaments ou de l'insuline aux diabétiques nécessités. Et je vous dis, quand un diabétique est hospitalisé, il y a la visite de réconfort des membres de l'ATD. À ce jour, nous avons déclaré
1625 diabétiques. Et puis, nous organisons des causeries éducatives dans presque toutes les régions du Togo. Et d'ailleurs, nous avons des sections à l'intérieur du pays. Et des fois, nous faisons le tour pour toucher du doigt leurs problèmes. Et nous profitons pour les informer et les former aussi sur les facteurs de risque de la maladie. Nous allons prier les décideurs de ce pays de nous soutenir financièrement. Parce que nous avons des problèmes de loyer. Pour payer même le déplacement des éducatrices, c'est difficile pour l'association togolaise du diabète. Voilà, professeur Bello, c'est vrai que tout à l'heure vous disiez que l'État s'investit beaucoup dans la prise en charge des personnes diabétiques, ou bien il s'investit pour le bien-être des personnes diabétiques. Vous avez écouté le président national de l'association togolaise du diabète qui a énuméré quelques problèmes. Quelle est votre réaction? C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, vous êtes le chef division des maladies non transmissibles au niveau du ministère de la Santé. Vous êtes comme le porte-parole de ces associations qui luttent contre la maladie. Alors, quelle est votre réaction par rapport à l'intervention de M. Agounon? Monsieur Agounon, président national de la TD, a invité le 14 novembre dernier son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour la célébration de la journée mondiale du diabète. Ouais. Et à ce titre, il m'a délégué pour le représenter à cette manifestation. Et nous avons soutenu M. Agounon sur le plan logistique, en amenant du personnel, et en amenant également nos moyens de mesure de la glycémie, de prise de poids, tout ça. Et nous avons travaillé avec eux toute la journée. Régulièrement, nous les associons à toutes nos activités. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se lever pour dire « Gouvernement, venez m'aider, faites un projet, soumettez-le ». Et c'est à ce moment que le gouvernement peut agir. Donc, ces problèmes qu'il énumère, nous, on le sait. Monsieur, la TD présente des problèmes structurels, de gros problèmes en profondeur. Et le ministère, déjà depuis plus de 3 ans, s'attaque à ce problème. On essaye de le résoudre sur le plan national également, sur le plan international. Ce n'est pas tout que je vais dire ici. C'est ça. Et nous allons très prochainement régler ces problèmes-là. Je vais déjà dire à ce sujet que le diabète, c'est un problème personnel, c'est un problème familial, c'est un problème communautaire, c'est un problème régional et national. Et vous l'avez si bien dit, l'État ne peut pas tout faire, mais chacun doit faire un effort pour se faire prendre en charge. Le gouvernement viendra en appui. Et je suis très heureux parce qu'il y a ces mairies qui sont en place depuis quelques temps. Et je pense qu'au niveau communautaire, ces mairies-là aussi doivent s'attaquer du problème parce que c'est leur population, c'est leur sujet. Donc c'est un problème déjà communautaire. Nous allons nous approcher de M. Agounon, l'aider à rédiger le projet, mais également l'amener auprès des mairies pour la reconnaissance et également qu'ils soumettent leurs doléances à leur mairie. Quand vous parlez de la reconnaissance, vous voulez faire allusion à quoi, professeur? La reconnaissance, peut-être que les mairies ne savent, ils ne se sont pas présentés, ils ne savent pas. L'existence de l'association, mais l'existence du centre. L'existence du centre. Du centre. Oui, voilà. C'est ça. Mais vous rencontrez souvent les responsables de ces associations. Beaucoup. Voilà. Nous les avons même, nous avons même vous écoutez leurs doléances? On écoute leurs doléances. Certains, on les aide même à avoir des financements de l'extérieur. Des partenaires. Des partenaires pour pouvoir mener leurs activités. Et à chaque fois que nous avons des activités sur le plan national, on les associe, ils viennent tous avec nous pour travailler avec nous. C'est ça. Et c'est eux qui constituent nos relais sur le plan national. Très bien. Alors, professeur, c'est vrai que vous avez l'habitude de nous le faire savoir. Le diabète est découvert
trop souvent, bien, très souvent de façon fortuite lors d'une consultation ou bien lors d'un bilan de santé. Alors, est-ce que c'est la seule circonstance de révélation, de découverte de la maladie? Souvent, on découvre de façon fortuite la maladie ou bien au cours d'une complication. Mais également, j'insiste sur le fait que chacun doit se connaître. Ouais. C'est-à-dire, en un moment de notre vie, il faut aller vers le médecin pour se faire prendre le sang et ça ne coûte pas cher. Par exemple, la glycémie au doigt, ça coûte tout. Parfois 500 francs pour la glycémie capillaire. 500 francs, ça ne coûte rien. Et à partir de ce moment, on peut déjà faire de la prévention des complications, se faire suivre régulièrement. C'est ça qui nous manque. C'est-à-dire la culture médicale, même si on n'est pas médecin, il faut qu'on arrive à développer cette culture-là. Par exemple, vous avez entendu parler du diabète. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez diabète sur Google, ça vous dit tous les signes de la maladie et là, vous apprenez vous aussi certaines maladies. C'est important de se connaître soi-même. Tout à fait. Alors tout à l'heure, professeur, vous nous parliez des complications du diabète et je n'ai pas cru entendre l'une de ces complications qu'on appelle le pied diabétique. Oui. Le pied diabétique aussi fait partie des complications du diabète. Oui. Alors qu'est-ce que le pied diabétique? Le pied diabétique, c'est en général au niveau de la plante des pieds où ça se développe ou lorsqu'on a des complications neurologiques. C'est-à-dire que l'insensibilité au niveau de la plante des pieds, donc en ce moment on va marcher sur un objet tranchant ou bien il va se développer une petite nécrose en rapport avec une complication au niveau des petits vaisseaux où un petit trou va se faire, une petite plaie va se créer, une petite plaie qui est insensible, il n'y a même pas de douleur, vous ne sentez pas et qui va se développer et qui peut amener à ce qu'on vous ampute. Donc c'est souvent cette complication qu'on entend, enfin qu'on appelle pied diabétique qui va entraîner l'amputation. Et au niveau des membres aussi, on ampute les diabétiques. On peut amputer. Les complications peuvent être à tous les niveaux. Au niveau des bras. Oui, on les appelle les ischémies, c'est les artères qui se bougent par un caillot et donc le sang n'irrigue plus cette partie de l'organisme et bon, la nécrose se développe au point où on est obligé parfois d'amputer pour sauver la personne. Alors, nous continuons cette émission. Il y a une question très intéressante ici, puisque le thème de notre émission de ce soir, c'est le contrôle et la prévention du diabète. Professeur, on dit souvent qu'un suivi régulier, ou bien un suivi régulier, un contrôle régulier est essentiel pour vérifier l'équilibre du diabète. Comment doit se faire ce suivi, bien ce contrôle? D'abord, ce contrôle, c'est une affaire personnelle. C'est-à-dire, on ne va pas aller chez un médecin pour contrôler sa glycémie. Aujourd'hui, on a des petits appareils, les glucomètres, qui coûtent environ 20 000 francs sur le marché, avec les bandelettes qui sont là. Il suffit d'aller vers un personnel de santé, d'apprendre à se contrôler le taux de sucre dans le sang. À partir de ce moment, on peut savoir si on est équilibré ou pas. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Parfois, c'est les signes du diabète qui viennent nous alerter qu'on est déséquilibré ou bien qu'on fait des infections à répétition. Il ne faut pas perdre le temps. Il faut aller directement vers un personnel de santé pour se faire prendre en charge. Mais lorsqu'on est diabétique, il y a des contrôles annuels ou bien biannuels où vous allez chez le médecin, il vérifie tous vos organes cibles. Vous avez dit biannuel, 2 fois dans l'année? 2 fois, parfois ça dépend. Ça dépend. On peut aller comment vous ressentez la maladie? On peut aller à 3 ou 4 fois, mais lorsqu'on est bien stabilisé, et forcément, on doit aller chez le médecin au moins une fois ou 2 fois dans l'année pour qu'on vérifie si les organes cibles du diabète sont attaqués. Et il y a certains prélèvements
qui permettent aux médecins de voir si vous êtes équilibré ou pas. Et de façon plus avancée, on peut aller vers l'ophtalmologue pour voir la vision, chez le neurologue pour voir si les nerfs sont déjà touchés et faire certains examens pour mettre en place un traitement pour éviter les complications. Plus tard. Voilà. Les difficultés des diabétiques sont nombreuses, ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas sans conséquences sur la prise en charge de cette maladie. Alors, cette difficulté se situe sur plusieurs plans. Mais Dr Damien Kouvahe insiste ici sur le vrai problème qui constitue la principale difficulté, surtout chez les enfants diabétiques. Il a saisi l'occasion pour lancer un SOS à l'endroit des autorités et aussi des bonnes volontés. Nous écoutons Dr Damien Kouvahe. La première difficulté est d'ordre financier. Nous sommes en guerre contre le diabète. Les enfants diabétiques sont en guerre contre la maladie, mais nous sommes désarmés. Les enfants diabétiques sont désarmés face au diabète. Ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas d'argent pour acheter de l'insuline. Ils n'ont pas d'argent pour faire leurs analyses. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir manger normalement. Et bien entendu, ils n'ont pas d'argent pour vivre normalement. Nous avons beaucoup d'enfants diabétiques qui ont des complications juste parce qu'ils n'arrivent pas à acheter l'insuline. Ils passent tout un mois sans pouvoir acheter un seul flacon d'insuline. L'insuline coûte 4 000, 4 500 et peut-être 2 flacons par mois, mais ils n'y arrivent pas du tout. Mais au-delà des analyses, il faut que les diabétiques mangent bien. Ils mangent équilibré. Ils doivent tout le temps manger des salades, ils doivent équilibrer leur alimentation. Ils n'en ont pas du tout les moyens. La difficulté donc financière, il faudrait que nous puissions trouver les moyens d'aider ces enfants diabétiques. Pour preuve, ces enfants diabétiques sont pris en charge par l'ONG Visa. Il y a beaucoup qui viennent, c'est nous qui leur donnons un peu de sous pour pouvoir manger. Et aujourd'hui, il y a comme vous avez vu dans la vidéo, qui a été amputé. Et cette amputation a été prise en charge par nous. Nous nous sommes battus pour qu'il ne soit pas amputé. À l'âge de 18 ans, il a été amputé d'un pied. Mais nous nous sommes battus, mais le CHU, l'hôpital, a fait son meilleur pour pouvoir conserver son pied, mais c'était impossible. Donc on a dû l'amputer. Il nous faut aujourd'hui trouver de l'argent pour lui faire une prothèse pour continuer à marcher. Et ils sont nombreux comme ça dans cette situation où ils n'ont pas de sous. La prothèse coûte 800 000 francs CFA. Pour quelqu'un qui n'a pas 5 francs pour manger le matin, c'est énorme. Donc nous sommes en train de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour nous soutenir. Et au-delà de cette volonté, je donne comme exemple, nous étions dernièrement à Goudrafo avec des enfants diabétiques. Nous avions organisé un camp pour les enfants diabétiques. Et au cours de ce camp où tous les enfants diabétiques étaient là, il y a un qui s'est réveillé la nuit, qui a volé l'insuline de 16 collègues et qui a fait des doses excessives d'insuline pour pouvoir conserver l'insuline pour les jours à venir. Parce que ses parents n'arrivent pas à lui acheter de l'insuline. Il était au campement. Il s'est rendu compte que les autres avaient de l'insuline. Il avait besoin d'insuline. Il s'est réveillé la nuit. Il a volé l'insuline des autres parce qu'il n'en arrivait pas. Il s'est fait injecter beaucoup de doses lui permettant d'avoir des réserves pour les jours à venir, ce qui est triste. Et il a fait donc une hypoglycémie, un coma, et nous avons couru cette nuit pour pouvoir le récupérer. Heureusement qu'il n'en est pas décédé. Mais si un enfant a besoin d'insuline, n'arrive pas à acheter de l'insuline, vole de l'insuline chez ses collègues, en fait des doses de réserve pour une fois, vous voyez le calvaire de ces enfants, la souffrance de ces enfants qui ont quand même besoin qu'on les aide, mais il n'y a personne du tout derrière eux. Je lance donc un appel vibrant aux autorités politiques. J'en appelle à notre chère maman, son excellence Madame la Première ministre. Nous savons que le département des maladies non transmissibles, commandé par le professeur Bello et monsieur le ministre de la Santé, font beaucoup pour les enfants diabétiques et pour la santé au Togo. Mais nous espérons que d'autres bonnes volontés vont s'y ajouter pour que nous puissions aider ces enfants diabétiques. Nous avons besoin de glucomètres pour eux. Nous avons besoin de sous pour faire leurs analyses. Nous avons besoin de leur acheter de l'insuline. Nous avons besoin de sous pour les aider à manger équilibré. Et surtout pour ceux qui ont été amputés, nous avons besoin d'argent pour leur faire des prothèses, pour qu'ils continuent à marcher, pour qu'ils puissent continuer à vivre normalement et à être bien insérés dans la vie socio-professionnelle. Donc j'en appelle au cœur de chacun, pour que, de par ma voix, que ce cri du silence, que ces enfants sont en train de vivre dans le silence le plus complet de leur souffrance, que ça arrive dans le cœur de quelqu'un et que quelqu'un comprenne que nous avons besoin de vous pour aider ces enfants diabétiques qui, dans l'innocence de leur souffrance, se taisent, mais nous relayons leur voix pour que certains nous écoutent et viennent en aide à ces enfants diabétiques.
Professeur Belot, vous reconnaissez quand même l'engagement du docteur Damien dans la lutte contre la maladie du diabète et aussi dans la lutte contre la cause des diabétiques. Alors, quand elle décrit la situation telle qu'on vient de l'entendre, est-ce que vous jugez quand même la situation des enfants diabétiques comme une situation vraiment, vraiment dramatique? Ou bien c'est une exagération, une petite exagération de sa part? C'est très touchant ce que je viens d'écouter. Voilà. Et c'est remarquable ce que le docteur Damien Kouvaï fait, étant jeune médecin, sorti, spécialiste, et qui s'est engagé dans l'humanitaire. Voilà. C'est très remarquable et nous tous, nous devons le faire en un moment de notre vie. C'est dur. C'est dur. C'est dur, mais je voudrais dire quelque chose. Et le ministre de la Santé insiste là-dessus. Ce qu'il dit, si on le découvre à la télé, on exige à chaque fois qu'ils nous fassent leur rapport d'activité. C'est avec peine que ces rapports-là parviennent. Comment peut-on savoir ces drames-là si on n'en parle pas? On n'en parle pas. À chaque fois, nous luttons. Nous luttons et le ministre a mis en place une stratégie. À chaque fois qu'on doit aller faire une activité, il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il y ait un rapport d'activité. C'est très difficile avec les associations, mais on va y arriver. En matière de prise en charge du diabète des enfants, là, moi-même, je suis dans cet engagement et le ministre, à chaque fois qu'on lui amène les documents à signer, il les signe rapidement pour qu'on mobilise le diabète. Ça vient. Nous nous mettons là-dessus, nous allons à l'aéroport la nuit pour pouvoir récupérer ces doses de diabète et les mettre quelque part pour que ça soit distribué. Mais il faut que chacun exprime ses besoins. Une association ne peut pas vivre au jour le jour. Une association, c'est un projet. Il faut qu'il fasse un projet, qu'il déroule le projet. On ne peut pas se lever et dire, bon, aujourd'hui il y a 2 diabétiques, demain il y a 3. Non, il faut faire un projet quantifié, budgétisé et mettre en place une stratégie pour mobiliser ce qu'il faut pour faire marcher l'association. Malheureusement, ce n'est pas ça. Alors, mais ça relève de nous, de notre pédagogie, à aller vers les associations pour leur donner des directives à suivre. Mais c'est difficile d'être loin et de pouvoir gérer les associations. C'est difficile. Il y a des sous-entendus. Parfois, les gens pensent qu'on vient vérifier leur financement et c'est compliqué. Lorsque vous avez votre œil trop regardant, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et je pense que quand on travaille avec cœur, quand on est humanitaire, je pense qu'il faut être clair. Et il faut travailler avec dans la gestion, dans la transparence. Lorsqu'on n'est pas transparent, comment vous voulez qu'on vienne vous aider? Lorsque vous ne faites pas de rapport, rapport des activités, rapport financier, qui est dur à avoir. Liste des doléances. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Très bien. Alors, nous ouvrons à présent la page Covid de cette émission. Elle annonce la rubrique Covid-19. Vous savez que la maladie au nouveau coronavirus continue malheureusement de faire des victimes et nous devons tout faire pour l'éviter. Ce soir, Dr Soukouna Dadjo revient encore sur certaines informations sur le coronavirus dans cette rubrique de questions-réponses que nous vous proposons encore ce soir. Regardez. Les symptômes, c'est ce que décrit le malade. C'est les signes que décrit le malade, c'est les symptômes. Alors quand on dit asymptomatique, c'est A préventif et A privatif, ça veut dire que c'est des malades qui sont testés positifs, mais qui ne présentent pas de signes de la maladie. C'est ça donc les malades asymptomatiques. Donc ils sont là, mais malheureusement c'est des sujets qui peuvent transmettre la maladie. Au jour d'aujourd'hui, on va retrouver dans une zone des
des sujets qui n'ont pas voyagé, mais qui ont été en contact avec des cas asymptomatiques qui ont contracté la maladie et qui la diffusent. Donc voilà, les cas asymptomatiques sont des gens qui sont testés positifs, mais qui ne présentent pas des signes donc, de la maladie. Le premier symptôme le plus fréquent, c'est la fièvre. La température du corps monte. Le deuxième symptôme, donc, c'est une toux. Et ce que nous avons décrit jusque-là, c'est une toux sèche. Et puis le troisième symptôme le plus fréquent, c'est la fatigue. Je crois que ces trois symptômes, lorsqu'ils sont présents, vous êtes suspecté et on vous fait le test pour s'assurer que vous avez ou pas le virus du corona. L'évolution naturelle d'une maladie virale, vous contractez la maladie, elle passe dans votre organisme et ressort sans aucun signe. C'est les cas asymptomatiques. Ou elle passe chez vous, elle va vous donner quelques signes, puis après vous guérissez. Et le troisième cas, c'est les cas où des victimes ou des personnes infectées présentent donc des signes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc, dans le cas où les gens guérissent sans hospitalisation, c'est les cas où le virus passe chez la personne et qui donne des signes ou peu de signes ou pas de signes, et cette personne guérit naturellement avec donc son système immunitaire qui est donc bien outillé pour lutter contre donc cette maladie. Donc ça dépendra donc du terrain, du sujet en question et puis de la virulence donc du germe qui est en présence. Donc voilà tous ces facteurs qui font que nous pouvons avoir donc des gens qui sont testés positifs mais qui guérissent donc après le passage du virus chez eux. Première mesure barrière, c'est le lavage des mains. Nous devons, comme on l'a dit depuis le début de cette maladie, nous devons exagérer dans le lavage des mains. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons pas de l'eau pour nous laver les mains, nous pouvons utiliser donc le gel hydroalcoolique. Alors, la deuxième mesure barrière, c'est le port de masque. Le masque qui permet de protéger celui qui le porte, et ça permet de protéger celui qui est en face. Parce que celui qui le porte, s'il est à côté de quelqu'un qui parle ou qui tousse, il va envoyer des postillons ou des gouttelettes de fluide qui peuvent infecter donc la personne qui est en face. Ou c'est celui qui le porte, il est malade, et lorsqu'il est malade et que il parle ou il tousse, il peut éparpiller ou disséminer donc les virus à travers les gouttelettes sur la table ou sur les objets qui sont juste en face de lui ou des personnes qui sont en face de lui. Alors, une autre mesure barrière, c'est de ne pas tousser en face des gens ou de tousser sans le pli du coude. Donc il faut tousser dans le pli du coude pour éviter que donc ces gouttelettes ne s'éparpillent dans la nature. Il faut éviter de rester agglutiné, donc observer au moins le mètre de distanciation physique entre donc les gens qui composent une foule ou des gens qui se regroupent quelque part. Il faut observer donc la distanciation physique pour éviter que les gens ne se touchent, pour éviter que les gens en parlant ne puissent donc émettre des gouttelettes qui vont donc infecter les autres. Et la dernière mesure barrière, c'est de ne pas se saluer en serrant les mains. Il ne faut pas serrer les mains parce que quand la personne qui est malade parle ou se touche le visage, il peut se retrouver donc sur ses mains, donc les virus. Et donc quand vous saluez cette personne, vous pouvez donc prendre ces virus, et quand vous touchez le visage avec cette main qui est infectée, vous pouvez alors avoir donc la maladie, le coronavirus.
sont dans le déni de cette maladie. Je voudrais dire que cette maladie est une réalité chez nous au Togo et c'est l'occasion de dire merci au gouvernement qui fait beaucoup pour que cette maladie ne se propage pas. Donc nous devons aider le gouvernement en respectant les mesures barrières. Donc à toute la population, je dis la maladie existe et il faut donc respecter les mesures barrières pour que nous fassions en ainsi peu de temps obstacle à cette maladie qui vraiment est en train de mettre notre économie à genoux. Nous remercions Dr Soukouna Dadjo. Je vous rappelle qu'il est médecin du travail. Il a répondu ainsi à certaines de nos questions sur la maladie au nouveau coronavirus. Professeur, pourquoi dit-on que les personnes diabétiques sont des personnes à risque au nouveau coronavirus? Quel lien établissez-vous entre la COVID-19 et le diabète? Il n'y a pas que le diabète, il y a les autres maladies non transmissibles. Notamment, parce que nous parlons du diabète ce soir. Oui. Ouais. Et donc, diabète ou les autres maladies, tout est intriqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est diabétique, on fait les autres complications. C'est ça. Je vais déjà dire quelque chose. Au Togo, par exemple, sur les 60 décès enregistrés, il y a 15 qui n'avaient pas de maladie non transmissible. Le reste avait des maladies non transmissibles. En général, 70 à 75% des cas. Et l'hypertension artérielle vient en premier, suivi directement du diabète, sur nos 60 décès. C'est ça. Sur le plan mondial également, il est démontré que le diabète et les autres maladies non transmissibles font le lit à la maladie à coronavirus. Cela s'explique par le fait que le diabétique est considéré comme une personne qui a une immunité, donc une défense qui est faible du fait de cette maladie-là et qui va toucher tous les organes cibles, qui l'affaiblit. Et donc, dans un pays, par exemple, lorsque vous avez une armée qui n'est pas forte, qui n'est pas efficiente, vous voyez, l'ennemi rentre très rapidement. Donc, au moment où on est diabétique, la défense, notre armée personnelle, elle est faible, elle n'est pas équipée, et donc l'ennemi rentre très facilement et se propage. Alors, quel est ce message particulier que vous voulez délivrer ce soir aux personnes diabétiques face au Covid? Ce que je vais dire, c'est assez alarmant, la situation en Afrique, en particulier chez nous. Nous jouons trop. On a mis en place la force Covid, mais malheureusement, vous avez des personnes dans la rue qui ont leur cache-nez en poche ou bien sous le menton. Et à l'approche de ces forces-là qui remettent sur le nez. Vous avez des gens qui s'attroupent encore dans les bars, dans les boîtes, et sans masque, sans respect des mesures barrières. La maladie, elle existe, elle tue. Elle tue la personne pauvre, elle tue le riche, elle tue le ministre. Elle ne connaît pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Elle existe réellement. Arrêtons de jouer. Et faisons attention. Et faisons attention. Lorsqu'on est dans un État, on respecte les règles de l'État. Respectons l'État. Ne cherche rien. L'État cherche à ce qu'on vive. Il n'a aucun intérêt. Il a un intérêt pour que vous produisiez, pour que l'économie ne tombe pas. Tout à fait. On doit être en bonne santé pour pouvoir faire développer le pays. Oui. Et chaque personne a une responsabilité individuelle, familiale. Lorsque vous ne respectez pas et que vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Votre famille va disparaître. Donc faisons attention. Faisons attention. Merci professeur. Alors, pour parler de la prévention du diabète, qu'est-ce que vous allez nous dire ce soir? Comment prévenir le diabète? Comme je l'avais dit, jouons sur la prévention, la carte de la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, malheureusement, le diabète ne se guérit pas. Voilà aussi le problème. Oui, mais la prévention, elle ne coûte rien. Rien, zéro. Alors que le diabète compliqué, votre salaire va passer là-dedans. Et vous allez avoir besoin... Le traitement a un coût. Il a un coût. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de personnes diabétiques s'orientent vers les tradithérapeutes. Oui. Et l'incapacité aussi a un coût.
lorsqu'on est diabétique, on est amputé, ça a un coût. Le manque à gagner. Voilà. Et je pense que nous avons un slogan au niveau des maladies non transmissibles. Nous disons, mangeons moins sucré, moins gras, consommons des légumes et pratiquons au moins 1 heure d'activité physique par jour pour pouvoir éviter le diabète et les autres complications du diabète. C'est ça, voilà, le professeur a insisté sur la prévention. Nous devons prévenir le diabète en faisant des choses toutes simples, mangeons moins gras, mangeons moins sucré et pratiquons régulièrement l'exercice physique. C'est ça. C'est ça. Alors, vos conseils et votre dernier message de ce soir pour conclure le thème, le diabète, contrôle et prévention. Pour conclure, nous sommes face à 2 ennemis actuellement. L'ennemi qui est les maladies non transmissibles que nous nous évertuons à faire réduire, à réduire l'incidence. Et maintenant, il y a un autre ennemi qui se déclare ailleurs, c'est la vraie guérilla. Et nous sommes un ennemi de taille. Et nous sommes au centre de cette guérilla. C'est une question de vie ou de mort. Mais il suffit seulement d'être discipliné envers soi-même et envers les autres pour bouter dehors cette maladie. Merci beaucoup, professeur, pour ce message très simple, mais très évocateur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Nous espérons que tout ce qui a été dit ce soir, vous avez certainement pris connaissance de beaucoup d'informations pour faire la prévention de la maladie du diabète. Nous étions dans cette émission avec le professeur Monfou Bello. Il est neurologue de spécialité neurologique, mais il est chef de division surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Et c'est en cette qualité qu'il répond. Il a répondu à nos questions ce soir dans cette émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation dirigée par M. Kati Kapoin-Kodjo. Nous vous retrouvons le mardi prochain, même chaîne, même heure. Merci surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Voilà.